Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce mercredi 18 décembre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, 18 décembre 2024, la République du Niger a 66 ans. Elle a été proclamée le 18 décembre 1958. À cette occasion, donc, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, s'est adressé à la nation hier mardi 17 décembre 2024. Dans son adresse, le général Tchani a une fois de plus rassuré les Nigériens de l'engagement du CNSP de ne pas trahir les aspirations du peuple qui a soutenu donc les autorités depuis la prise du pouvoir le 23 juillet 2024. Un extrait de cette intervention. Il est de tradition en cette occasion qui coïncide avec la fin de l'année, de faire un rappel des principales réalisations accomplies par le gouvernement et d'exposer les perspectives qui s'offrent à nous. Cependant, dans le contexte actuel, marqué par la nouvelle vision dans laquelle notre pays s'est inscrit, depuis la prise du pouvoir le 26 juillet 2023 par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, je voudrais surtout réfléchir avec vous, mes chers compatriotes, sur l'essence même de notre République, de sa proclamation en 1958 à nos jours. Cette réflexion collective est indispensable pour mieux saisir la complexité de la situation dans laquelle se trouve notre pays en rapport avec les enjeux liés à nos choix politiques actuels. Elle est aussi pour mieux saisir le chemin parcouru dans notre combat patriotique pour la sauvegarde de notre pays et pour le raffermissement de notre volonté de bâtir un Niger nouveau, garantissant un avenir meilleur pour tous ses fils. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, la célébration de l'anniversaire de la proclamation de notre République intervient cette année dans un contexte particulier marqué par l'affirmation par le peuple nigérien de sa souveraineté suite à la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du CNSP. Depuis lors, comme vous le savez, notre pays fait face à une adversité totale, d'un côté de la part de tous les acteurs externes qui voudraient nous voir revenir dans leur giron, et de l'autre, des traîtres internes qui se sont compromis avec les intérêts étrangers et se sont adonnés à l'accaparement frauduleux de nos ressources publiques. Le président du CNSP, le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, est revenu aussi sur les stratégies de déstabilisation du Niger qui continue toujours avec la complicité des acteurs internes et externes. On l'écoute. Le moment est certainement venu de vous entretenir solennellement de la stratégie cynique mise en place par nos ennemis pour mettre notre pays à genoux et le soumettre. D'abord, sous le coup de la surprise et de la colère, nos ennemis, comme vous le savez, ont décidé d'un embargo inédit et inhumain contre le peuple nigérien pour donner à leur agression militaire contre notre pays toutes les chances de réussir. La suite des événements est connue de tous. Notre grand peuple, soutenu par ses frères du Burkina et du Mali, a su victorieusement y faire face avec dignité, résilience et détermination. Face à leur échec,
Au lieu de s'inscrire dans la marche de l'histoire en cours au Sahel, en prenant notamment acte de notre choix politique, nos ennemis, nostalgiques de leur position de puissance néocoloniale et déterminés à défendre leurs intérêts, ont élaboré avec la complicité de certains Nigériens et des Africains renégats une nouvelle approche méthodiquement articulée autour des actions suivantes. 1. Une cabale médiatique organisée contre le Niger, ses pays frères, ainsi que leurs dirigeants à tous les niveaux. 2. Une approche machiavélique pour saper la cohésion entre les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie d'une part, et d'autre part, entre le CNSP et son gouvernement, avec la complicité de certains Nigériens. 3. Une campagne diplomatique auprès de tous les pays et autres institutions sous-régionales, régionales et internationales pour diaboliser et isoler notre pays. 4. Une guerre financière et économique pour étouffer notre pays, tout en prenant le soin d'annoncer formellement la levée de l'embargo. 5. Des actions ciblées pour agiter le front social avec la complicité de quelques acteurs politiques et de la société civile. 6. Des démarches pour diviser notre peuple et pousser certaines communautés à se rebeller contre l'autorité de l'État. 7. L'installation de bases militaires, d'unités mixtes de déstabilisation et de cellules de renseignement dans certains de nos pays voisins dans une stratégie sordide d'encerclement du Niger et des pays de la Confédération pour nous maintenir en permanence sous pression sécuritaire. 8. Enfin, la formation, le renseignement, le soutien financier et matériel à des groupes terroristes ainsi que leur encadrement et accompagnement sur le terrain des opérations. Autre aspect abordé par le président du CNSP, le chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tchani, dans son message, la situation sécuritaire, la cherté de la vie, le retrait du Niger de la CEDEAO ou la diplomatie, l'alliance, donc la détermination des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, en faveur de leur souveraineté, les inondations enregistrées cette année au Niger avec leur lot de conséquences, ou encore l'appel à la vigilance des Nigériens face aux manœuvres en cours contre les intérêts du Niger. On écoute le général de brigade Abdrahmane Tchani. J'aimerais évoquer 3 sujets d'actualité d'intérêt national, voire international. D'abord, comme vous le savez, notre pays a décidé, avec nos 2 autres pays frères, le Burkina Faso et le Mali, de quitter la CEDEAO. Il s'agit d'une décision irréversible car longuement et mûrement réfléchie. Elle s'inscrit dans la démarche de reconquête de notre souveraineté pleine et entière, condition indispensable à notre sécurité et à notre développement dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Aussi, elle a le mérite d'avoir enlevé définitivement aux puissances étrangères et leurs valets africains tout moyen et toute légitimité pour nous faire la guerre à travers la CEDEAO, instrumentalisée et détournée depuis plusieurs années de ses nobles objectifs. J'aimerais par conséquent rassurer tous les Nigériens et au-delà tous nos concitoyens de la Confédération AES que la sortie de la CEDEAO n'entraînera pas le chaos
pour nos pays et leurs nationaux. Le Niger et notre confédération continueront à entretenir de bonnes relations de voisinage et de coopération avec tous les pays de notre région ouest-africaine, comme c'est le cas d'ailleurs avec les 42 autres pays africains membres de l'Union africaine et les quelques 180 pays membres de l'Organisation des Nations Unies, épris de paix et de justice. En tout état de cause, je tiens à rassurer nos concitoyens de la Confédération que toutes les dispositions seront prises pour parer à toute éventualité. Le deuxième sujet que je souhaite aborder avec vous, chers compatriotes, a trait à la campagne hivernale. En effet, comme vous le savez, cette année, Allah nous a gratifiés d'un hivernage fécond. Les pluies ont été abondantes. Aussi, elles ont certes causé d'importants dégâts matériels et endeuillé nos familles. À cet effet, j'ai une pensée pieuse pour nos disparus et salue les efforts de tous ceux qui nous ont soutenus pour faire face à l'urgence et en particulier le comité national qui a fait la preuve que le Niger est souverainement à même de gérer un tel type de situation. Mais ces pluies nous ont surtout permis d'avoir une récolte et des pâturages abondants. J'invite par conséquent tous les services compétents de l'État et l'ensemble des Nigériens à tirer toutes les leçons de cette campagne hivernale pour que les pluies dans notre Sahel aride ne soient plus synonymes d'inondation, de destruction, de désolation et de mort, car elles sont un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le traduit si bien l'adage Hausa qui dit « Roi Lema Taïdiara ». D'autre part, je lance un appel pour une gestion rigoureuse et responsable des bienfaits de cette campagne hivernale, en préservant notre pâturage des feux de brousse et en gérant nos récoltes en bon père de famille que nous devons tous être. Enfin, j'invite tous les Nigériens à se départir des messages mensongers, diffamatoires, haineux sur les médias et autres réseaux sociaux. Ils sont contraires à nos valeurs traditionnelles et religieuses. Ils participent à nous distraire pour nous éloigner du vrai débat public sur nos intérêts vitaux et stratégiques à un moment où nous sommes véritablement en guerre contre nos ennemis qui tentent par tous les moyens de briser notre vivre ensemble pour empêcher notre marche résolue vers le progrès. C'est dire que l'heure est plutôt à la vigilance pour déjouer la campagne d'intoxication et de désinformation entreprise par les sponsors du terrorisme au Sahel pour saper le moral de nos troupes, inciter à la haine ethnique et briser notre cohésion sociale héritée de nos ancêtres. Ce message à la nation livré hier par le président du CNSP, le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, a été suivi par les Nigériens dont je propose de suivre les réactions de quelques-uns. Effectivement, le chef de l'État est sorti hier pour s'adresser à la nation, pour aussi parler d'un certain nombre d'actions qui sont déjà posées par rapport à la refondation de notre pays et surtout par rapport aussi à la gouvernance dans laquelle nous sommes. Il a aussi dit il y a des lettres d'émission qu'il a données à chaque membre du gouvernement, donc qui sont en train de poser des actions pour, en tout cas dans la gouvernance de notre pays. Et cette lettre d'émission et surtout la mission qu'on leur a donnée sera évaluée. Ils seront évalués par rapport à ça et les conséquences seront tirées. Donc c'est pour dire que nous sommes dans une gouvernance d'évaluation, dans une gouvernance où des actions que vous posez sont en train d'être sondées, sont en train d'être évaluées pour que notre pays sache où est-ce qu'on va. Mais encore, le président aussi a parlé de la nouvelle
nouvelle démarche dans laquelle ils sont engagés, c'est-à-dire au niveau de l'AES, où désormais à partir du 28 janvier 2025, nous ne serons plus dans la CEDEAO, nous serons au niveau de l'AES et la Confédération est en train de poser les jalons de la souveraineté de nos trois États. Le discours du général je ne fais que me jouir parce qu'on a eu un président qui se soucie de notre pays. C'est maintenant que le Niger a trouvé la bonne personne qu'il faut. Depuis son arrivée à la tête du Niger, les Nigériens ne font que jouir de leur parfaite, on peut dire, une liberté totale. Le Niger a retrouvé sa souveraineté. C'est à l'arrivée de son Excellence Abdraman Tchani qu'on sait vraiment c'est quoi le pays. Avant, on nous a fait croire que le Niger est le pays le plus pauvre du monde. Or, le Niger, je peux le dire que le Niger est le plus riche du monde. C'est maintenant qu'on a découvert notre pays. On ne peut que dire merci à son Excellence Abdraman Tchani et M. Lamine Zen, le Premier ministre et son gouvernement. Le chef de l'État a demandé à tous les Nigériens d'être résilients parce que jusque-là, les gens pensent que le Laboussani est fini. C'est maintenant même que le Laboussani vient de commencer parce que les Nigériens, depuis le 26 juillet passé, continue en tout cas jusque-là d'être résilient par rapport à tout ce que, comme la CEDEAO nous inflige comme menaces, comme sanctions et tout ce qui nous impose, les Nigériens continuent à être résilients. Récemment, le 15 passé, à Abuja, c'était prévu que la CEDEAO se réunisse à Abuja pour prendre des sanctions par rapport à ces trois pays de l'AES. Ils ont reporté ça pour le 30 janvier. Alors, ils veulent faire partie de notre... Ils veulent sanctionner jusque-là. Ils veulent sanctionner les trois pays de l'espace de l'AES. Mais nous, ce qu'on demande à nos autorités, c'est de quitter même avant qu'ils nous fassent partie même de cette structure satanique qui n'est même pas à l'ordre du jour. C'était à l'instant les réactions de quelques citoyens nigériens sur le message à la nation hier du président du CNSP, le général de brigade Abdraman Tchani, le chef de l'État, à l'occasion du 66e anniversaire de la proclamation de la République du Niger le 18 décembre 1958. Autre aspect de cette édition, 70 femmes de la brigade de veille sont en formation pour la fabrication du savon liquide et autres produits. Une initiative des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie FESPA pour occuper ces femmes en menant des activités génératrices de revenus. Le FESPA n'est pas à sa première action de ce genre, nous rapporte Ismaël Moumouni et Nasser Sedou. Une femme, un métier. C'est sur ce front que s'engagent les femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie FESPA à travers la formation en activités génératrices de revenus au profit de 70 femmes des brigades de veille citoyennes. Étant la frange importante de la population, la refondation du pays passe alors sur l'autonomisation des femmes afin de garantir le développement économique. Depuis le changement de régime, et vous connaissez que ce qui tient à cœur au président du CNSP, le général de brigade Abdraman Tchani, c'est la refondation. Et pour la refondation, l'un des piliers de la refondation, c'est l'autonomisation de la femme. Toute femme, où qu'elle soit, qu'elle est nigérienne, où qu'elle soit, on doit lui permettre de la former et puis qu'elle ait un métier à faire afin de contribuer au développement de notre pays. C'est pour ça qu'on s'est dit, les femmes brigades de veille, elles ont été avec nous au niveau de l'escadrille. Elles étaient nuit et jour à l'escadrille. Nous sommes dit que ces femmes, on doit renforcer leur capacité. On doit leur permettre aussi d'avoir affaire à un métier au lieu de rester toujours brigade de veille. Oui, c'est vrai, c'est bien beau, mais il faut faire quelque chose qui peut te procurer un peu de moyens de subsistance. C'est pour ça que nous nous sommes dit, il faut former ces femmes au nombre de 70. Et on a pris dans toutes les communes, les 5 communes, parce qu'elles sont réparties dans les 5 communes de Niamey. Et au niveau de chaque coordination communale, nous avons pris au moins 15 personnes pour pouvoir venir les former et leur permettre de quand même contribuer au développement et à la relance économique de notre pays. Au nom des brigades de veille,
le président du Front patriotique pour la souveraineté a témoigné toute sa gratitude au FESPA pour cette initiative combien importante pour ces femmes. Au sein du Front patriotique pour la souveraineté, nous avons les femmes engagées qui sont, depuis le 26 juillet 2023, sont debout. Avec nous, les brigades d'éveil. Donc du coup, pour moi, étant président du Front, je me considère comme femme engagée et aussi brigade d'éveil. J'ai vu tout ce que les femmes engagées ont eu à faire. Quand vous regardez les banderoles qui sont derrière, vous allez constater qu'il n'y a pas eu un seul jour de répit. Parce que la refondation s'accommode avec la femme. Et l'autonomisation de la femme est l'une des meilleures choses que les femmes engagées ont commencé à engager depuis le 26 juillet. Aujourd'hui, nous pouvons le dire sans nous tromper aisément que nous sommes indépendants. Le Niger s'est engagé sur la voie de la souveraineté avec deux autres pays, le Mali et le Burkina, et que le travail nous revient en tant que peuple de ces trois pays-là. La formation ne se limite pas à l'acquisition des compétences techniques, elle offre également aux femmes l'opportunité de devenir des actrices économiques à part entière en apprenant à fabriquer des produits comme le savon liquide, savon Kabakuro et les pommades vaseline. Elles renforcent leur confiance en elles et leur capacité à contribuer au développement de la société. Le FESPA a ainsi formé 1000 femmes dans les domaines essentiels tels que la production du savon liquide, les détergents, l'eau de javel, des savons en briques, la transformation agroalimentaire et le dépannage d'installation de panneaux solaires. Une belle initiative des femmes engagées, Ismaël Moumouni, une initiative donc à soutenir. Place à présent au rendez-vous hebdomadaire de la chronique juridique dont le numéro d'aujourd'hui traite des juridictions des mineurs. C'est un thème abordé par Nani Soli Aboubakar, il est magistrat. Très bonne réception. Les juridictions des mineurs ont été créées au Niger pendant la transition militaire de 1999 par l'ordonnance numéro 99-11 du 14 mai 1999. Donc cette ordonnance-là de 1999, c'est elle qui a créé pour la première fois les juridictions pour mineurs au Niger. Donc après un certain nombre d'années de mise en œuvre, donc un certain nombre de lacunes et de difficultés ont été relevées dans son application. Et c'est ainsi qu'en 2014, donc plus précisément le 20 novembre 2014, une nouvelle loi a été adoptée, donc la loi 2014-112, et qui a abrogé donc l'ordonnance de 1999. Donc aujourd'hui, le texte de référence qui régit donc les juridictions pour mineurs au Niger, c'est la loi 2014-72 du 20 novembre 2014. Voilà donc pour ce qui est de la présentation. La juridiction des mineurs. Le juge des mineurs, il a une double casquette. Il a des attributions en matière pénale et des attributions en matière de protection. En matière pénale, le juge des mineurs, s'agissant des faits qualifiés de délits, donc lorsqu'un mineur est en conflit avec la loi qui est poursuivi pour des faits qualifiés de délits, c'est le juge des mineurs qui est saisi et c'est lui qui instruit, qui fait les actes d'instruction. Il fait office de juge d'instruction, il instruit le dossier. Et c'est le même juge, donc après l'instruction, s'il estime que le fait reproché aux mineurs, il y a des charges contre lui, donc il prend une ordonnance, il les renvoie devant le tribunal des mineurs qu'il va présider pour les juger. Maintenant, en matière criminelle, donc lorsque les faits reprochés aux mineurs sont qualifiés de crimes, donc là, c'est le tribunal des mineurs collégialement composé qui est présidé par le président du tribunal et d'un juge du mineur et d'un autre juge. Donc c'est un collège de 3 magistrats, y compris le juge du mineur qui a instruit le dossier, donc qui juge le dossier. Donc voilà, en matière pénale, les attributions du juge des mineurs. Il est juge d'instruction en ce qui concerne les dossiers impliquant les mineurs et il est aussi juge de jugement pour les affaires correctionnelles. C'est lui-même qui représente la juridiction des mineurs.
Maintenant, pour les affaires criminelles, il complète le tribunal des mineurs qui est présidé par le président du tribunal. Maintenant, l'autre volet de ses attributions, c'est en matière de protection. Donc là, c'est une innovation. Donc lorsque vous prenez la loi de 2014, notamment à son article 37, dispose que le juge des mineurs, il est compétent pour prendre des mesures de protection lorsqu'on est en présence du cas d'un mineur en danger. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mineur en danger? La loi a défini, donc 2014-72, a défini ce qu'il faut entendre par mineur en danger. Un mineur en danger, au sens de la loi, c'est un enfant dont la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions de son éducation sont gravement compromises. Donc, lorsqu'on est en présence d'un enfant qui se trouve dans cette situation, eh bien, le juge des mineurs, il est compétent pour prendre une mesure de protection. Donc, il peut prendre, par exemple, un enfant c'est pas qui s'adonne dès le bas âge à la consommation des stupéfiants ou bien qui passe la nuit dans la rue, il est en danger parce qu'il peut être exposé à toutes sortes d'accidents de circulation et consorts ou des problèmes de santé. Donc là, le juge des mineurs peut prendre une décision. Si par exemple les parents sont divorcés, il peut décider, après enquête sociale, décider par exemple si l'enfant est avec la mère, les retirer donc de la mère pour le confier au père ou bien le placer carrément dans un centre d'accueil ou bien le confier à une personne digne de confiance. Donc ça fait partie des mesures de protection que les juges des mineurs peuvent être amenés à prendre. Maintenant, qui sont les personnes qui sont habilitées à saisir les juges des mineurs en matière de protection? Donc la réponse se trouve dans l'article 36 donc, de la loi EDEM 72 qui dispose, je cite, donc il y a parmi les personnes qui sont habilitées à saisir les juges des mineurs et pour un dossier de protection, pour une mesure de protection, il y a le procureur de la République et les parents, donc le père ou la mère, les tuteurs et le subordonné tuteur, l'enfant lui-même peut venir devant les juges des mineurs pour demander à ce qu'on prenne une mesure de protection à sa faveur. Moi, j'étais à Berny il y a quelques années de cela, c'était une fille qui était au collège, donc que les parents voulaient donner à Marais, c'est elle-même qui était venue me trouver dans mon bureau pour me demander à ce qu'une mesure soit prise parce qu'elle ne voulait pas de ces mariages-là. Donc l'enfant lui-même peut venir saisir les juges des mineurs. Donc il y a la juridiction qui est chargée des affaires coutumières, donc la juridiction qui statue en matière matrimoniale, et il y a la brigade des mineurs aussi. Donc toutes ces personnes-là sont habilitées à saisir les juges des mineurs par rapport à une mesure de protection. Et c'est vrai, il y a une confusion dans la pratique que les justiciables font. Pour le commun des mortels, et lorsque par exemple, dès qu'on dit que c'est une question de garde d'enfants, et pour le commun des mortels, automatiquement les gens pensent que c'est le juge des mineurs qui est compétent pour statuer sur la garde des enfants lorsqu'il y a une rupture des liens conjugaux qui intervient au sein d'un couple. C'est vraiment une erreur d'appréciation et une méconnaissance de la procédure qui amène les gens à se comporter de la sorte. La question de la garde d'enfants, elle relève de la compétence d'une autre juridiction. Et pour le cas de Niamey, par exemple, ce sont ce qu'on appelle les tribunaux d'arrondissement communaux. Donc, en dehors de Niamey, par exemple, au niveau des autres tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance, il y a les présidents des tribunaux d'instance. Et au niveau des TGI, donc dans les régions, il y a les vice-présidents, c'est-à-dire le juge chargé des affaires coutumières et civiles. Donc ce sont eux qui sont compétents pour statuer sur la question de la garde d'enfants. Donc normalement, lorsqu'il y a une rupture du lien conjugal, même si c'est à la suite d'une répudiation, parce que quand c'est à la suite d'un divorce, puisque le divorce, en principe, il intervient toujours devant les juridictions. Donc là, le problème ne se pose pas. Là où le problème se pose, c'est à la suite de la répudiation. Un couple, par exemple, une dame qui est répudiée par son mari, donc avec lequel elle a eu des enfants, donc après la répudiation, généralement, quand il n'y a pas de problème de garde d'enfants, chacun reste dans son coin. Maintenant, c'est quand le problème va se poser, et qu'ils viennent au niveau de notre juridiction pour solliciter notre service. Alors, lorsque vous regardez la loi sur l'organisation judiciaire, la loi numéro 2018-37 du 1er juin 2018, notamment à son article 37,
elle a bien défini la procédure à suivre en matière de garde d'enfants. C'est-à-dire, lorsqu'il y a, que ce soit le divorce, bon, on prend le cas de la répudiation parce que c'est ça qui pose problème. S'il y a une répudiation, une femme qui est répudiée par son mari, s'il y a des enfants qui sont issus du couple, normalement, c'est à l'époux le plus diligent. Ça peut être la mère ou le père de saisir le juge compétent, c'est-à-dire le juge chargé des affaires civiles et coutumières. Pour les cas d'énumés, par exemple, le président du tribunal d'arrondissement communal. Donc, l'époux le plus diligent, il saisit et le juge compétent pour qu'il constate, si c'est une répudiation, pour qu'il constate qu'effectivement il a été répudié sur la présentation du papier de répudiation, qu'elle constate. Maintenant, le même juge, s'il y a des enfants qui sont issus du couple, donc normalement, quand il y a un consensus entre le père et la mère par rapport à la garde des enfants, il peut arriver que le couple, que les deux ex-époux s'entendent pour avoir une garde partagée. Par exemple, si c'est deux enfants, le peut prendre un enfant, la mère peut prendre l'autre. Donc là, s'il y a un consensus par rapport à ça, donc le juge, il homologue donc l'accord qui est intervenu entre les parties. Maintenant, s'il n'y a pas d'accord, en ce temps-là, il va ouvrir un dossier pour statuer sur la garde des enfants. Si par exemple, il décide d'accorder la garde des enfants à la femme, là, il met à la charge de l'époux ce qu'on appelle la pension, le paiement de la pension alimentaire qu'il va fixer selon une certaine périodicité. Ça peut être, le versement peut être mensuel, hebdomadaire ou trimestriel selon les cas. Donc, le mari aussi qui n'a pas la garde des enfants, il conserve ce qu'on appelle les droits de visite et d'hébergement. C'est-à-dire, il a les droits, bien que les enfants ne sont pas sous sa garde, le juge va fixer en tout cas une certaine périodicité pendant laquelle il va recevoir la visite de ces enfants-là et de les héberger, selon une certaine périodicité. Maintenant, si c'est le mari aussi qui a la garde des enfants, donc là, il n'y a pas de paiement de pension alimentaire, puisque là, ils sont sous la garde du mari, donc c'est lui qui les prend en charge. Mais la mère aussi, elle conserve un droit de visite et d'hébergement par rapport à ses enfants. Donc voilà un peu la procédure. Donc pour récapituler, vraiment la question de la garde des enfants, le juge des mineurs, son domaine il intervient lorsque seulement l'enfant est en danger. Parce qu'il peut y avoir la précision qu'il faut apporter. Même lorsque, même après, à la suite d'une rupture du lien conjugal, le juge des mineurs peut être compétent à prendre une mesure de protection. Et lorsque les mineurs qui sont concernés, lorsqu'ils sont en danger, c'est-à-dire le critère déterminant, les critères de compétence du juge des mineurs en matière de protection, c'est la notion de danger. Il faut que l'enfant soit en danger, il faut que sa santé, sa sécurité, sa moralité ou les conditions de son éducation soient gravement compromises. Là, en ce temps-là, même si c'est à la suite d'une rupture du lien conjugal, le juge des mineurs peut intervenir pour prendre une mesure de protection s'il est établi que l'enfant est en danger. Mais s'il n'y a pas de danger, c'est juste à la suite d'une rupture du lien conjugal par répudiation ou par divorce, là, ce sont les juges chargés des affaires civiles et coutumières et pour le cas d'Inémé, donc le président des tribunaux d'arrondissement communaux qui sont compétents pour statuer sur la garde des enfants. Donc moi, j'invite en tout cas les justiciables à avoir le réflexe, lorsqu'il y a une rupture du lien conjugal, donc au sein d'un couple, s'il y a des enfants, moi j'invite en tout cas les justiciables à avoir les réflexes d'aller systématiquement vers le juge chargé des affaires civiles et coutumières, donc pour le cas d'Inémé, le président des TAC, et pour d'abord qu'il constate la répudiation, si c'est une répudiation. Ensuite, s'il y a des enfants qui sont issus du couple, qu'il prend une ordonnance pour statuer sur la garde des enfants. Mais dans la pratique, les gens viennent ici chez nous, c'est quand le problème se pose. C'est-à-dire, le plus souvent, c'est 1 an, 2 ans après la rupture du lien conjugal, et la dame va venir se présenter à ton cabinet pour te dire que bon, son mari l'a répudié à 2 ans de cela, mais il refuse de lui permettre de voir ses enfants. Alors que si elle l'avait fait en amont, le problème n'allait pas se poser, il y aurait une décision de justice. Parce que s'il y a une ordonnance qui s'agit sur la garde et que l'un des époux fait obstruction à cette décision-là, il peut, comment on appelle ça, faire l'objet de poursuites pénales. Parce qu'il y a c'est une infraction qui est prévue par le code pénal. Bon, il n'y a pas de période. Il n'y a pas de période. En fait, c'est vrai,
comment on appelle ça, en matière coutumière, de notre coutume, puisque la coutume germain islamisée ou haussa islamisée, les gens disent que, par exemple, lorsque l'enfant n'a pas atteint l'âge de 7 ans, il reste avec sa mère. Au-delà de 7 ans, et donc le père peut demander à chercher à avoir la garde d'enfant. En fait, ça, ce sont nos coutumes. Mais vous savez, le Niger aussi a ratifié un certain nombre d'instruments juridiques internationaux, notamment la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cette convention, elle a posé dans un de ses articles une disposition, un principe extrêmement important, c'est celui de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire, même si, qu'est-ce que ce principe-là veut dire? Ce principe-là voudrait tout simplement dire que lorsqu'il y a une décision à prendre, que ce soit devant les autorités judiciaires ou administratives, la considération primordiale qu'il faut prendre en considération, c'est l'intérêt de l'enfant. Dans toute décision, il faut mettre en avant l'intérêt supérieur de l'enfant. Ça veut dire quoi concrètement? Lorsque, par exemple, même un enfant qui est âgé, par exemple, de 10 ans, on suppose que normalement, il doit être, par exemple, si c'est un enfant de sexe féminin, qu'il doit être avec sa mère. Mais si, par exemple, il se trouve que la mère, c'est une femme qui est de mœurs légères ou c'est une prostituée, par exemple, là, l'intérêt supérieur de l'enfant peut commander, à la suite d'une enquête sociale, bien évidemment, peut amener les juges à prendre une décision et confier, comment on appelle ça, l'enfant au père et non à la mère. Donc, il n'y a pas, comment on appelle ça, un âge où on dit qu'avant lequel l'enfant doit être avec sa mère et après tel âge, il doit être avec le père. Non, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant tel que la Convention internationale des droits de l'enfant l'a prévu. Et le même principe a été reconduit par la loi 2014 et 72 du 20 novembre 2014 sur les juridictions des mineurs. Donc vraiment, la matière, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui prime. Il y a une infraction qui est prévue dans le code pénal qu'on appelle la non-représentation d'un enfant et qui est prévue par le code pénal. Par exemple, lorsque le juge, à travers son ordonnance, décide par exemple de confier la garde de l'enfant à un des parents et que l'autre refuse de le représenter, c'est une infraction qui est prévue par la loi. Ça, c'est un premier aspect par rapport à ça. Maintenant, il y a une autre infraction aussi, surtout qu'on peut, comment on appelle ça, coller à la personne, c'est la résistance à l'exécution d'une décision de justice. Donc il y a vraiment des infractions qui sont prévues par le code pénal et par rapport à ça. De plus en plus, et on est en tout cas un peu envahi par des femmes qui viennent, donc les femmes répudiées, et qui viennent pour des questions de garde d'enfants. Donc à chaque fois, moi je les oriente donc, en fonction donc, du lieu du domicile du conjoint, donc de l'ex-conjoint, j'essaie de les orienter au niveau des juridictions compétentes, au niveau des TAC, du tribunal d'administration communal compétent, pour qu'ils puissent gérer ça. Parce que les gens n'ont pas compris jusqu'à présent, peut-être c'est un problème de manque de vulgarisation de la juridiction des mineurs, qui fait que bon, dès qu'il y a une question qui concerne la garde d'enfants, automatiquement les gens pensent que c'est le juge des mineurs qui est compétent. S'il n'y a pas de danger, si c'est juste une question de garde d'enfants et que les deux parents se disputent, donc là, c'est le juge chargé des affaires civiles et coutumières. Donc pour les cas dénommés, le président des tribunaux d'arrondissement communaux, et ce sont eux qui sont compétents pour statuer sur cette question de garde d'enfants. C'est une décision qui est susceptible de voie de recours. Mais la particularité de la décision sur la question, comment on appelle ça, des pensions alimentaires et des gardes d'enfants, c'est une décision qui est exécutoire par provision, c'est-à-dire, nonobstant une voie de recours, nonobstant l'appel, c'est une décision qui est exécutoire par provision. Donc elle bénéficie de ce qu'on appelle l'exécution provisoire. Même si l'une des parties fait appel, donc c'est une décision qui est exécutoire pour provision, c'est-à-dire qui bénéficie de l'exécution provisoire. Parce que les questions alimentaires, les pensions alimentaires quand même, c'est des questions en tout cas qui sont très vitales. Ça ne doit pas souffrir quand même comment on appelle ça, des voies de recours, quoi. Ça ne doit pas être bloqué. Donc leur exécution du fait que, par exemple, le mari a interjeté appel parce qu'il estime que la pension alimentaire est exorbitante, par exemple.